Salut tout le monde. Parce qu'on me l'a beaucoup demandé, une petite vidéo improvisée sur l'Ukraine et en particulier la visite déjà bien passée d'Emmanuel Macron là-bas. Quels sont les rapports de force? Que peut-on en penser? Encore une fois, comme ça m'a beaucoup été demandé, j'ai décidé de vous improviser une petite chronique. Vous savez donc que maintenant sur ma chaîne, vous avez deux types de vidéos, les documentaires éditoriaux qui sont très approfondis, qui nécessitent en général un mois de travail et qui ont besoin d'être écrits. Et puis ensuite, les chroniques, où là, bien sûr, je peux improviser à partir de la connaissance que j'ai déjà, et ça reste la ligne éditoriale fondamentale de cette chaîne, pratiquer de la connaissance digérée avec du recul. Alors, concernant l'Ukraine, il faut déjà comprendre un petit peu le power play, parce qu'en fait, Poutine a montré une masterclass de power play contre Emmanuel Macron. Il l'a détruit, ridiculisé et absolument tout y est passé. En matière diplomatique, c'était déjà arrivé avec la fameuse poignée de main de Macron à Donald Trump. C'était arrivé donc aussi avec le coup de la pellicule. Macron avait rencontré Donald Trump et Trump avait dit « Oh là là, il est parfait. Bon, il est parfait juste là. Il y a une petite pellicule, mais franchement, sinon, il est parfait. » Et ça, c'est du power play, évidemment. Donald Trump est très très fort là-dedans. C'est son côté un peu Tywin Lannister. En gros, quelqu'un qui doit dire qu'il est le roi n'est pas le roi. Et Macron a besoin en permanence de rappeler qu'il est le roi pour être le roi parce qu'il n'est pas le roi en fait. Et ça se voit aussi bien dans le body language que donc dans ses déplacements internationaux où il a besoin des signes protocolaires du fait qu'il est un chef d'État. Quand il ne les a plus, il n'existe plus. Ce qui n'était le cas évidemment ni de Charles de Gaulle qui a pu avoir l'étoffe d'un chef d'État sans avoir aucun signe protocolaire de cela, en particulier quand il était le chef de la France libre où là il n'avait aucune légitimité protocolaire particulière et où il arrivait quand même à être cette figure imposante de l'histoire française et de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais pareil donc avec Mitterrand, Chirac, donc sans être ni de droite ni de gauche, on voit qu'il est possible d'avoir la stature d'un chef d'État dans un déplacement international, et Macron ne l'a pas. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Macron avait besoin que les médias, en particulier les médias amis, donc LVMH et Altis, claironnent qu'il était un grand pacificateur. J'ai vu des imbéciles sur Twitter croire ça, ils disent regardez, si vous critiquez Macron, c'est que vous soutenez Poutine et que en fait vous êtes contre cette démarche de diplomatie, cette main tendue que Macron a développée. Mais pas du tout, pas du tout. Macron est allé voir Poutine avec aucune carte en main en matière diplomatique. Quelque chose d'aussi important qu'un conflit en Ukraine, côté OTAN, c'est pas du tout à Paris que ça va se décider, c'est évidemment à Washington. C'était déjà le cas d'ailleurs quand Sarkozy avait voulu donner l'impression qu'il avait en main le conflit en Libye, alors que pas du tout, il était un sous-traitant, d'ailleurs assez indiscipliné, de Barack Obama. Eh bien, c'était pareil avec Macron. Et en fait, Poutine a voulu le montrer au monde entier avec tous les signes protocolaires adaptés. Donc d'abord, Macron n'est pas attendu à l'aéroport. Il n'y a pas le chef de l'État qui l'attend, donc en termes de visite protocolaire, c'est déjà une grosse insulte. Alors certes, certains pouvaient dire, oui, mais c'était impromptu, c'était un petit déplacement improvisé par Macron, donc pas besoin d'avoir cette visite protocolaire. Ben non, parce que dès lors qu'il y a les caméras en fait, dès lors que c'est une visite couverte médiatiquement, évidemment que Macron doit attendre à ce que son rang protocolaire de président de la République française soit respecté, évidemment. Or, le fait de ne pas lui avoir déroulé le tapis rouge, de ne pas avoir eu la Marseillaise à l'arrivée, et puis en fait de ne pas avoir eu un chef d'État qui l'attendait sur le tarmac, bah ça, c'est quelque chose qui constitue évidemment une insulte protocolaire. Vous ajoutez à ça le fait que Macron est reçu par une entrée dérobée, sans aucun salut militaire, sabre au clair, ça c'est une nouvelle insulte protocolaire. Et puis vous continuez avec le fait que, et ça Poutine est très fort là-dedans, c'est ses techniques de power play habituelles, Poutine l'attend au fond de la pièce et le fait venir à lui, il ne va pas le saluer. Bah ça c'est du power play, donc à la Tywin Lannister ou à la Donald Trump, pour exploser Macron qui est absolument incapable de gérer ce genre de situation parce que Macron ne s'est pas fait tout seul. Macron ne peut pas en fait désamorcer un jeu de power play parce que en tant que pion qui a été mis en place par un pouvoir qu'on lui a donné mais qu'il n'a pas acquis, qu'il n'est pas allé chercher à la force du poignet, eh bien évidemment dès qu'il n'a pas les symboles conférés par une école, un média ou des ordres de la République, il est tout perdu et il ne peut pas manifester que le pouvoir c'est lui. Et ça évidemment dans une négociation diplomatique c'est catastrophique. On a par exemple, il y avait plein de solutions que Macron aurait pu déployer si en sa place on avait eu Chirac ou Mitterrand par exemple. Mais on peut même remonter plus loin, je me souviens du cas de la princesse de Metternich, qui était donc affiliée à la plus grande famille diplomatique d'Autriche, et quelqu'un avait fumé devant elle et avait posé la question, ça ne vous dérange pas, princesse
que je fume devant vous ?» Et la princesse avait répondu « Écoutez, je ne sais pas, jusqu'ici personne n'avait jamais osé faire cela. » Et il y a donc plein de façons en fait de désamorcer du powerplay ou de le faire jouer contre la personne qui manipule. On sait par exemple qu'il y avait le président Johnson, alors il faut comprendre que le président Johnson, à côté de lui, Donald Trump, c'était Jean d'Ormesson. Le président Johnson, il aimait bien montrer son sexe aux gens, sans déconner, il était exhibitionniste au possible. Il recevait des gens en étant aux toilettes, oui, parce qu'en plus il était constipé chroniquement, donc il devait prendre du jus de pruneau, et il donnait des rendez-vous aux toilettes à la Maison Blanche. Et puis ensuite, il pissait en public. Alors ça lui arrivait de pisser sur les choses d'un de ses gardes du corps qui lui a fait remarquer, qui lui dit « Monsieur le Président, vous me pissez dessus ?» Et le président Johnson lui a répondu, c'est confirmé par ses biographes, « Oui, c'est ma prérogative. » Alors le président Johnson, quand il voulait intimider quelqu'un qui n'allait pas dans son sens, il s'approchait de lui physiquement et il lui donnait ce qu'on appelait le Johnson Treatment. Donc physiquement, il allait sur lui comme ça. Et comme c'était le président, pas possible de lui faire une clé de bras. Donc ça, c'était une technique de négo à l'ancienne que savent utiliser certains chefs d'État quand leur taille le permet. Par exemple, le chef de l'État biélorusse fait beaucoup ça à Poutine. Du coup, Poutine, avec ses connaissances en psychologie acquises au KGB notamment, sait très bien désamorcer ça. Donc, il y avait des méthodes pour que Macron désamorce tous les signes que Poutine a utilisés pour le rabaisser. Et j'insiste, Poutine est très très fort là-dedans. Il avait fait par exemple attendre François Fillon plus de 2 heures ou 3 heures pour bien lui rappeler son rang protocolaire à l'époque. Et puis quand il avait reçu Angela Merkel, il avait mis un chien dans la pièce, il avait fait en sorte qu'un chien arriva dans la pièce et sauta sur les genoux si possible d'Angela Merkel, parce qu'il savait qu'Angela Merkel a très très peur des chiens et que ça allait donc la déstabiliser. Poutine est un spécialiste de cela. Il l'a fait avec Barack Obama et il avait aussi essayé de désamorcer toutes les tentatives d'opérations psychologiques que Barack Obama allait utiliser contre son Premier ministre devenu chef de l'État officiellement, à savoir Dimitri Medvedev. On se rappelle qu'à l'époque, Obama avait essayé de coopter Medvedev. Certains diplomates et certains agents de renseignement disaient même que Obama aurait pris Medvedev entre 4 yeux et lui aurait dit « Écoute, si tu veux, on a tous les moyens de faire en sorte que tu puisses arrêter Poutine et prendre le contrôle du pouvoir parce que Medvedev était très très pro-américain. » C'est aussi ça, en fait, les coulisses de ce moment où Medvedev avait été reçu par Barack Obama à prendre des hamburgers, etc., à l'improviste dans un resto de burgers américain. Mais en matière de powerplay, il faut comprendre que Poutine, il a becqueté des dizaines de chefs d'État. Et que c'est pas le petit Macron en fin de mandat qui allait l'intimider. Déjà, Poutine avait complètement bectaré Nicolas Sarkozy. On se souvient de cette conférence de presse où Poutine lui avait tellement matrixé le cerveau au pauvre Sarko que, alors que Sarko ne buvait pas, on sait que Sarko ne boit pas, eh bien, il était apparu, mais carrément sous en fait, tellement Poutine l'avait déglingué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Parce que après cette humiliation de l'arrivée en avion, de l'entrée par une porte dérobée, de devoir attendre d'aller jusqu'à Poutine, et en plus de voir Poutine qui met fin à la conférence de presse tout seul, et qui part sans dire au revoir à tout le monde, et qui force Macron à le suivre, ce qui en termes de powerplay là aussi est une marque totale de soumission, et ça donne l'image d'un Macron qui a un petit enfant, qui sait pas trop quoi faire, et qui se retrouve à devoir suivre Poutine, qui est donc, image, le vrai leader dans la salle. Et bien ensuite, on a eu l'humiliation médiatique. C'est-à-dire qu'on a eu un magazine polonais qui a montré Poutine en train de mettre une fessée à Macron. Ça, évidemment, aucun média du groupe Altis vous en a parlé, vous imaginez bien. Et puis, on a eu les médias britanniques et d'autres médias qui ont dit, bon, clairement, Macron s'est fait dominer. Il n'a rien fait sur la situation ukrainienne. C'était de l'esbrouf, mais diplomatiquement, c'est une honte pour la diplomatie française. Et la diplomatie française est pourtant la deuxième diplomatie au monde par le réseau. Donc c'est pour tous les diplomates français qui sont excellents, qui sont brillants, je pense à Michel Rimbaud par exemple, qui a été un de mes professeurs et dont je sais à quel point ce diplomate est brillantissime. Eh bien c'est une insulte, c'est une claque de laisser comme ça un tel amateurisme diplomatique se déployer de la part de l'Élysée. Et effectivement, c'est une fin de règne assez ton sur ton par rapport à la Macronie en général, c'est-à-dire de l'incompétence et de l'esbrouf médiatique qui n'a rien à voir avec la réalité, donc un récit qui n'a rien à voir avec le réel. Parce que qu'est-ce que c'est le réel en Ukraine? Déjà, c'est que Macron n'avait aucune carte en main. Il est en fin de mandat, Poutine le sait évidemment, et donc Poutine a utilisé tous les signes pour lui dire « Bon écoute, t'es mignon, mais déjà passe ton bac d'abord, à savoir sois réélu, et ensuite
en admettant que tu sois réélu, je te traiterai comme un sous-fifre de l'OTAN, c'est-à-dire de Washington. En aucun cas, je reconnaîtrai que ta diplomatie est indépendante, puisqu'elle ne l'est pas en termes de politique étrangère pour l'instant. On le voit bien, les intérêts de la France, qui sont naturellement une alliance avec la Russie, les intérêts géostratégiques constants de la France sont de ne pas se brouiller avec la Russie. Depuis Napoléon, on le sait, et en fait depuis bien avant. On a quelques rares contre-exemples de cela avec la guerre de Crimée, mais d'une façon générale, l'intérêt diplomatique de la France est d'une part d'être indépendant, ça c'est la première chose, avec son espace maritime et sa grande diplomatie, la France doit être indépendante, pas devoir prendre ses ordres de Washington, donc d'une part, et d'autre part, toute chose égale par ailleurs, la France doit être au minimum neutre vis-à-vis de la Russie, mais pas être un intermédiaire de Washington. Donc Poutine a montré ça à Macron d'une façon très claire. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'Ukraine, fondamentalement ? L'Ukraine, c'est un pays effectivement stratégique, c'est le grenier de l'Europe, c'est la terre la plus fertile d'Europe, c'est le berceau civilisationnel des Indo-Européens, donc ce n'est pas rien, les Indo-Européens sont nés en tant que civilisation, que proto-civilisation, avec un proto-langage, ont pratiqué l'agriculture et ont domestiqué le cheval au nord de la mer Noire, dans l'actuelle Ukraine et dans la vallée du Don, qui est aujourd'hui donc contrôlée par la Russie. La vallée du Don est hautement stratégique, elle l'était déjà quand l'Allemagne a envahi l'URSS, elle l'était bien sûr quand l'URSS a lancé ses contre-attaques contre l'Allemagne nazie. Aujourd'hui donc, c'était essentiel pour les Russes de contrôler la vallée du Don, et c'est un des grands enjeux aujourd'hui du conflit en Ukraine. On avait bien sûr aussi la Crimée, mais les Russes ont récupéré la Crimée qu'ils avaient donnée à l'Ukraine sous Khrouchtchev comme cadeau. Bien, ils l'ont récupérée à l'issue d'un vote, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de russophones en Crimée. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est le contrôle des mers chaudes. Un accès, un port dans les mers chaudes, c'est vital pour la Russie. Ça a toujours été un des enjeux les plus importants de l'histoire russe, avec notamment les liens entre la Russie et les orthodoxes du Moyen-Orient via la Turquie et la Syrie d'une part, que Catherine se voyait comme la protectrice des orthodoxes de Syrie, mais on a au-delà de ça en fait l'histoire même de Saint-Pétersbourg, le port créé par Pierre le Grand pour avoir un port dégagé des glaces le plus longtemps possible dans l'histoire de la géopolitique russe. Donc aujourd'hui, la situation entre la Russie et l'Ukraine, c'est que, comme l'avait extrêmement bien compris Zbigniew Brzezinski, qui est le plus grand géopolitologue du XXe siècle, devant Kissinger, même si bien sûr Brzezinski mérite les controverses qu'il a sur lui, et notamment son expression du tititainment et son idée qu'une élite devrait diriger le monde et que cette élite devrait être, je cite, affranchie des contraintes de morale et d'éthique, eh bien Brzezinski avait clairement dit, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être une puissance européenne. C'est tout à fait exact. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être une puissance européenne. Alors, c'est exact, mais en fait, la Biélorussie est déjà la première pierre à cela. Et donc, évidemment, si on veut isoler la Russie de l'influence en Europe, eh bien, l'Ukraine est un des lieux idéaux pour mener cette guerre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans une stratégie qui consisterait à contenir la Russie. Par exemple, Nathalie Loiseau, qui sur le papier est diplomate, mais ça aussi c'est du récit, c'est pas du réel, puisqu'on voit donc ses dernières prises de position, avoir dit face à la Russie, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle, bon, et puis derrière, de la même façon que Macron avait dit l'île de Guyane, eh bien, on a Loiseau qui essaie vaguement de se rattraper en disant qu'elle a des amis à Annemasse, donc qu'elle est sensible à l'intérêt de la Confédération helvétique. Bon, pas de bol, Annemasse, ce n'est pas en Suisse. Eh bien, sur le fond, si on enlève toutes les débilités de forme qui montrent bien que Loiseau n'est pas à sa place méritocratiquement et qu'il y a tout un tas de diplomates de haute voltige en France qui devraient méritocratiquement gérer la diplomatie française à la place de Macron ou de faire des déclarations à la place de Loiseau, eh bien le fond est qu'effectivement, le pouvoir en Europe, et les États-Unis en particulier, qui ne sont pas en Europe nominalement, mais qui le sont dans le réel, eh bien savent que l'Union européenne en particulier, mais les pays d'Europe, continentalement parlant, sont divisés face à une influence russe qui, elle, est unifiée, et qu'il n'est pour l'instant pas possible d'avoir un contre-pouvoir qui ne soit pas américain à la Russie en Europe. Alors il pourrait y avoir un contre-pouvoir français. Quand je dis qu'il est dans l'intérêt de la France d'avoir de bonnes relations avec la Russie, oui bien sûr c'est sur le long terme, mais la France, comme tout pays, comme l'avait rappelé De Gaulle, n'a ni ennemi ni ami, elle n'a que des intérêts. Et donc la France, avec son plus grand territoire maritime, deuxième ou premier selon comment on compte, et la Russie qui a le plus grand territoire physique, enfin terrestre, eh bien évidemment pourrait, dans une alliance basée sur des intérêts bien sentis, pourrait se retrouver à avoir une influence colossale sur le monde. Un axe Paris-Moscou
serait absolument redoutable, aussi bien sur le plan économique que diplomatique, mais aussi culturel en fait, puisqu'il permettrait d'avoir une pluralité d'opinions, ce qui n'est pas le cas en France. On sait que la voix de la France aujourd'hui est par trop alignée sur la voix de Washington, et ça, c'est depuis le grand axe diplomatique qu'avait dénoncé Condoleezza Rice, où il y avait donc, contre la guerre en Irak, un axe Paris, Berlin, Moscou, et contre cette guerre en Irak, eh bien, Condoleezza Rice avait dit « Vous devez détruire cet axe, et pour cela, vous devez oublier les Russes, plus jamais on ne travaillera avec eux. » D'ailleurs, là aussi, Poutine avait, dès 2003, dès 2002, montré à quel point il maîtrisait l'aspect psychologique de la diplomatie en prenant George Bush à part et en lui racontant son histoire personnelle de sa datcha qui avait brûlé et que seul un crucifix en était réchappé. Et comme Bush s'identifiait à un born-again Christian, cette phrase l'avait profondément touché, et on l'a vu dans la conférence de presse que Bush était touché, voire même bouleversé. Et évidemment, Condoleezza Rice et le reste de la diplomatie américaine avaient bien compris que c'était une manipulation efficace et réussie de la part de Poutine. Et bien donc, Condoleezza Rice avait dit vous devez oublier les Russes, pardonner aux Allemands et punir les Français. Et punir les Français, les analystes du renseignement vous diront que c'était notamment l'affaire Clearstream, dans laquelle toute la Chiraki a été empalée. D'ailleurs, les Guignols l'avaient très bien expliqué, ils avaient fait parler Bernard Tapie, la marionnette de Bernard Tapie, qui disait Sarkozy s'est gardé l'affaire Clearstream sous le coude pour empaler la Chiraki du fion jusqu'aux oreilles. C'est exactement ce qui s'est passé. Villepin est mort politiquement avec Clearstream, et le reste de la Chiraki a rejoint Sarkozy, à savoir Michel Alliot-Marie, François Baroin ou même Alain Juppé, qui était tout de même le ténor absolu de la Chiraki. Eh bien, face à ce rapport de force, il a bien compris qu'il fallait retourner sa veste. Mais pour autant, Juppé en matière diplomatique, c'était autre chose que Macron et l'oiseau. Et d'ailleurs, Juppé a bien dû se marrer quand il a vu comment Macron s'est fait littéralement bolosser par Poutine en matière protocolaire. Et oui, il faut être très clair, les galipettes de McFly et Carlito sur la pelouse de l'Elysée, ça prépare que très très moyennement à la grande diplomatie. Et la France mérite beaucoup mieux que ça. Donc l'Ukraine, ça reste le berceau d'une des reines de France, aïeul tout de même, berceau de la dynastie des Capétiens. Enfin, c'est une des grandes reines capétiennes, c'est Anne de Kiev, qui a été aïeule de Louis VI le Gros et de Philippe Auguste, et de Saint-Louis, plus précisément Saint-Louis, au-delà de ça. Donc la France a des relations avec l'Ukraine qui sont historiques, qui sont anciennes, même si évidemment l'Ukraine n'existait pas en tant que pays à l'époque, mais culturellement on peut dire qu'elle existait, puisque Kiev a été fondée par les Russes, qui ont ensuite été les fondateurs de l'État russe aussi moderne, ce qui est d'ailleurs un enjeu culturel et diplomatique majeur entre la Russie et l'Ukraine actuelle. Et dans ces rapports essentiels de la géopolitique contemporaine, on ne pouvait pas envoyer un amateur comme Macron en fait. On ne pouvait pas envoyer quelqu'un qui était à 3 mois d'une élection, qui n'avait aucune carte en main, aucune, c'est-à-dire qu'en négociation, il n'avait que sa bonne humeur, Macron. Il n'avait pas un rapport de force précis, il n'avait pas la capacité à rappeler à Poutine que la France est une puissance nucléaire, il n'avait pas, évidemment, prédéployé quelques bataillons de la Légion étrangère en Ukraine, quelques forces françaises juste pour le symbole, et surtout d'avoir parlé avant avec les Ukrainiens de façon ostensible pour bien montrer qu'il avait quelques cartes en main. Macron est allé avec aucune carte en main à Moscou, et évidemment, Poutine l'a traité comme quelqu'un qui n'avait aucune carte en main. La seule raison pour laquelle Poutine a accepté en fait de recevoir Macron, c'était de l'humilier, et ça s'est entièrement vu. Eh bien, cette analyse qu'aucun média français n'a faite, évidemment, il fallait qu'elle fût faite sur ma chaîne.